Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette rentrée 2023 sur les ondes de Radio Grand Lac en direct comme à notre habitude pour cette nouvelle saison, cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Alors un petit peu avant d'attaquer cette émission, un petit peu de nostalgie aujourd'hui pour moi, puisque si je dis pas de bêtises, en cette période de rentrée, c'est ma 3e rentrée personnelle sur les ondes de la radio avec bien sûr toujours Jean-Claude. Jean-Claude. Je vais trop Où est-ce que tu l'as trouvé celui-là? Ah, je sais pas, j'ai eu le Jean et non, le Claude est parti trop vite, mais Jean-Pierre bien évidemment et Sandra évidemment qu'on salue aussi. Donc une 3e saison en votre compagnie à tous les deux, donc toujours un plaisir d'être ici autour de ce joli studio, de cette table et de profiter de cette antenne qui grandit toujours de plus en plus, maintenant en direct de partout. Alors j'ai vu passer un de tes posts, Jean-Pierre, apparemment il y avait eu des petits pépins là dernièrement d'émissions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, il y a eu des coupures de courant dans notre secteur à Aix-les-Bains, et la dernière coupure de courant à 12:02, quand ils ont mis en route, il y a eu une surtension dans le réseau. Voilà, donc t'as mis les watts trop fort en fait. Ils ont mis les watts trop fort, mais grâce à nos techniciens, tout est rentré dans l'ordre. Impeccable. Écoutez, alors cette nouvelle saison, on va l'attaquer bien sûr aujourd'hui. Pour ma part, les émissions, je pense, ont à peu près tout le monde a repris, Jean-Pierre, ou non? Pas encore. Ah, ça va, je suis pas le dernier, ça va. Les 35 émissions sont en train de toutes repartir. Il va y avoir des nouveautés qu'on va bientôt annoncer. Super. Alors, on aura bien sûr tout plein d'invités, nous, sur cette édition 2023-2024. On aura plaisir à recevoir quelques personnes que vous avez peut-être déjà entendues, des nouveautés également, dont je garde un petit peu les surprises qu'on vous dévoilera petit à petit. Alors aujourd'hui, c'était un choix. Je me suis dit, tiens, ça remonte à ma première émission sur les ondes de Radio Grand Lac que j'avais fait seul. Et je m'étais dit, tiens, pour cette rentrée, je vais tenter un nouveau challenge parce que c'est un peu plus facile, on va pas se le mentir, quand on a quelqu'un en face de soi qui partage un petit peu l'antenne. Donc on va essayer de relever le challenge aujourd'hui de vous intéresser et d'essayer de vous apporter un petit peu d'informations sur l'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une émission qui pouvait s'apparenter un petit peu à cette rentrée. Donc qui dit rentrée, on parle de rentrée bien sûr scolaire. Donc on va essayer de développer un petit peu des sujets pour reprendre la base un petit peu de nos activités. Alors l'émission, comme vous en rappelez peut-être, on essaie de faire en 2 parties avec une petite coupure musicale. Donc pour cette première partie, tout de suite, je vous propose de vous présenter un petit peu les mandats de vente utilisés par les agences immobilières. Donc qu'est-ce qu'on entend par mandat de vente et est-ce qu'il y a plusieurs types de mandats? Donc chaque vendeur immobilier passant par un professionnel qui souhaite confier la vente à un professionnel de l'immobilier va logiquement, c'est un petit peu mieux si ça se passe comme ça, c'est un peu plus légal, va devoir signer un mandat de vente. Alors un mandat de vente, c'est quoi? C'est un contrat en droit, tout simplement, qui est un contrat synalagmatique. Alors derrière ce mot un petit peu barbare, ça veut simplement dire donnant-donnant, ou dans un dicton juridique un petit peu plus poussé, pour dire bilatéral. Donc c'est les parties s'engagent l'une envers l'autre. Notre client vendeur s'engage à nous confier la vente de son bien, et si on arrive à exécuter favorablement notre mission, si on est en cas de succès de cette mission, on pourra prétendre au paiement de nos honoraires. J'en profite pour faire une petite parenthèse tout de suite sur ce métier de transaction immobilière. C'est vrai j'essaie de trouver des fois des professions. Je demande des fois éventuellement, Jean-Pierre, t'as une petite demi-heure pour réfléchir à d'autres métiers qui seraient comme nous, qui ne sont payés qu'au succès. Parce que c'est pas évident de trouver des métiers qui sont payés qu'au succès. Généralement, on paye un acompte à minima pour des commandes, de mobilier ou avec des artisans de travaux, mais quelqu'un qui est payé vraiment à la réussite, il doit y avoir peut-être, mais à chaque fois je bloque un petit peu. Donc là, si tu me trouves quelqu'un qui est un peu dans le même cas de figure que nous, ça peut m'intéresser. On va trouver ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour rendre un bien par l'intermédiaire d'un professionnel, la première étape, c'est de lui signer ce fameux mandat de vente. Il y a des informations obligatoires qui doivent figurer dans ce mandat, parce qu'un mandat doit être correct pour être considéré valable en cas de contrôle ou cas de litige. On va tout de suite vérifier la base de ce contrat, et notamment par exemple l'identité complète de la personne qui nous confie ce bien va être détaillée, personne physique ou morale. Si c'est une personne morale, on peut avoir, généralement c'est des SCI, donc on va demander les cabis, etc. pour
vérifier la nature de cette société, la désignation bien sûr précise du bien vendu, c'est-à-dire que si on nous dit je suis propriétaire du T3 au 55 avenue de Genève ou rue de Genève à Aix-les-Bains, ce T3 doit être bien sûr désigné de la même manière qui sera dans le titre de propriété que ce que moi j'aurais pu visiter et qu'on retrouvera dans le mandat de vente. Donc on soit bien d'accord sur la nature de l'objet vendu, le prix de vente bien sûr, on va pas procéder par au petit bonheur la chance tous les jours, on va déterminer un prix net vendeur. Ok, mettons monsieur, il est prévu de vous revenir 120 000 euros net vendeur en cas de réalisation de la vente au prix. Les honoraires TTC seront précisés bien évidemment également en sus du prix ou partie intégrante du prix. La durée, alors généralement on convient d'une durée irrévocable. Cet aspect-là a vachement évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est généralement le grand standard était de donner une durée irrévocable de 3 mois, qui était reconductible par tacite reconduction. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la carte. Il y a tout un tas de... les grandes chaînes ont donné des noms à tout ça. Ça peut être le mandat liberté, le mandat no time, le mandat sans engagement. C'est-à-dire que finalement, on s'est rendu compte que ce qui était primordial, c'était la satisfaction client. On tend de plus en plus vers cette satisfaction client qu'on entend chez tous les commerciaux aujourd'hui. Et finalement, si vous êtes satisfait, pourquoi mettre une durée ? Partons du principe qu'il n'y en a pas. Si la semaine prochaine, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez abandonner ou dénoncer ce mandat. La relation va s'arrêter. L'agent ne s'occupera plus de votre appartement puisque vous n'êtes pas satisfait de son travail. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut, tendre à donner sa confiance peut-être un peu plus facilement en se disant oui, effectivement, je m'engage pas forcément sur 3 mois, je me sens un peu pieds et mains liés, donc allez, procédons par période de 15 jours ou 10 jours ou 1 jour ou 3 semaines, peu importe. En fait, finalement, du moment qu'il y a une durée qui est clairement établie, c'est possible. On va bien sûr retrouver tout ce qui est engagement. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que l'agent s'engage à faire, etc. Donc là, tout ça, on pourra le voir dans une prochaine émission, mais l'important, c'est de retenir l'identité de la personne qui vend, l'objet de la vente, son prix, les honoraires, bien sûr, en rapport, une durée, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le principal. On peut avoir des petites conditions en plus spécifiques. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, on a tous en tête le mandat simple, le mandat exclusif. Donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les différences entre ces mandats. Généralement, on en décrit 3 principaux. Le mandat simple, le mandat exclusif et le mandat semi-exclusif. Le mandat simple, tout d'abord, c'est le mandat qui propose, a priori, l'option la moins engageante pour le propriétaire vendeur. Vous confiez votre bien à un professionnel, vous gardez votre liberté de mouvement. Donc, vous pouvez le confier à plusieurs agents, agence, indépendant, mandataire, peu importe, à un professionnel de l'immobilier, vous êtes libre, vous pouvez le signer, 50 mandats si ça vous fait plaisir, mais vous pouvez également le commercialiser et le vendre par vos propres moyens. Là, chaque acquéreur potentiel qui visitera votre bien, c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans ce qu'on appelle le contrôle des visites avec un bon de visite. Il signera probablement donc cet acquéreur un bon de visite avec l'agent immobilier qu'on devra. À partir de là, par contre, ce client devra impérativement passer par ce même agent pour acheter le bien. Donc cette situation arrive fréquemment, puisqu'avec un mandat simple de vente, l'acquéreur potentiel peut voir l'annonce du bien proposé directement par le propriétaire, le mandat ou dans d'autres agents, donc il peut le visiter peut-être une fois avec quelqu'un. Alors entre agents, ça il faut le savoir, le client a le choix. C'est-à-dire que mettons qu'il y a 4 agents sur la même maison, si le feeling n'a pas accroché ou si vous avez senti quelque chose qui vous plaisait pas, et que vous allez vous tourner vers un autre agent pour faire une seconde visite ou quoi, alors bon, je vous cache pas que ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Ça, c'est un petit peu le jeu de... c'est comme ça. Entre professionnels, il y a pas vraiment on peut pas vraiment faire valoir de priorité. Par contre, le vendeur, lui, à partir du moment où un pro a fait visiter un client, là, le particulier, propriétaire, n'est pas censé pouvoir lui vendre en direct. Donc le mandat de vente, on voit surtout ça c'est notre conclusion, nous, professionnels, il peut arriver à des situations... de tension, d'incompréhension, de malentendus. Pour les acquéreurs, ça peut être un petit peu déstabilisant. Eux, ils sont là pour acheter, vous êtes là pour vendre. Vous êtes là pas forcément là pour gérer des situations qui sont pas forcément agréables pour tout le monde. Connaissant donc parfaitement tout ça, nous, professionnels de l'immobilier, pas tous, mais on peut arriver à la conclusion qu'on va avoir peut-être moins envie d'investir des moyens dans nos actions commerciales,
dans les heures qu'on va dépenser à travailler, comme on l'a dit tout à l'heure. On est payé qu'en cas de succès, donc bien évidemment, ça va nous motiver à travailler, mais on peut aussi se dire, tiens, il y a 5 agences sur le coup, est-ce qu'on a envie de dépenser quelques centaines d'euros dans ces actions commerciales alors qu'on n'a pas la garantie de pouvoir les récupérer derrière? Ça peut être un peu à double tranchant. Certains ça va agir comme un boost par rapport à ça, ils vont dire, il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour être payé, donc je vais vraiment travailler le bien de la meilleure des manières, et d'autres vont plutôt être réticents ou prudents, selon les caractères. On peut assimiler les émotions différemment, et vont être finalement peu efficaces. Donc ce mandat de vente simple peut créer aussi cette survisibilité qu'on n'apprécie pas, nous, agents immobiliers, parce que voir 5 fois la même annonce, généralement le message envoyé, il n'est pas très positif. Le message de l'acquéreur, la traduction de l'acquéreur va être, tiens, ces gens-là n'arrivent pas à vendre leur maison, ils ont confié la maison à 5 agences, les photos sont pas les mêmes, souvent on arrive à des situations un peu ridicules où les surfaces sont pas les mêmes, les prix sont pas les mêmes, les dimensions de terrain souvent sont pas les mêmes, alors que aujourd'hui c'est pas très compliqué d'aller vérifier ces informations, mais tout le monde ne fait pas les choses de manière très pro. Donc une survisibilité va toujours tendre à la dévalorisation d'un bien, et cet acheteur potentiel qui nous est cher aujourd'hui, puisqu'il devient un peu plus rare, il va percevoir votre bien, souvent peut-être à tort, comme ayant un problème, comme ayant un souci. Donc ça va pousser aussi à une négociation peut-être plus importante. Le mandat de vente après n'est pas mauvais fondamentalement, mais il faut pas non plus surexploiter sa qualité apparente, qui est cette liberté. Oui, vous gardez votre liberté, mais conserver votre liberté ne veut pas dire confier votre bien à n'importe qui, n'importe comment. Vous pouvez signer un mandat de vente simple à une agence, 2 agences, tout roule. Pas besoin de tomber dans cette caricature ou cet excès. Le mandat semi-exclusif, donc deuxième type de mandat, lui, il est intéressant parce que les propriétaires souvent peuvent se dire je suis connu plutôt dans mon village, j'ai envie, je prends un exemple un peu caricatural encore une fois, mais pour qu'on ait un petit peu l'idée, je suis connu, je connais pas mal de monde, je veux me laisser la chance de vendre mon bien moi-même, par contre c'est clair, je choisis qu'une agence. Le mandat semi-exclusif, il est fait pour vous. Vous vous engagez avec un seul et unique professionnel, vous ne pourrez pas donner mandat à plusieurs professionnels ou mandataires, un seul agent sera choisi, donc c'est l'exclusivité professionnelle. Par contre, le particulier conserve son droit de pouvoir vendre son bien, et cela sans rien devoir à l'agent immobilier. Donc ça, c'est un peu mieux. Le professionnel va pouvoir apporter son expertise, son réseau, ses diffusions propres à lui, sur des supports dédiés aux professionnels, va pouvoir investir certains moyens, et se dit, ma foi, ok, le propriétaire peut-être le vendra, ça le rassure de garder une petite porte ouverte, mais ça reste assez intéressant, et on va plutôt avoir une espèce de complémentarité plutôt qu'une opposition. Donc le mandat semi-exclusif, c'est vraiment ce mandat intermédiaire. Il propose ce contrat adapté au propriétaire qui souhaite confier son bien uniquement à un seul professionnel. Donc ça, c'est quand même assez qualitatif par rapport à un mandat simple qui, vous l'avez compris, peut faire en sorte qu'à la fin, votre bien se retrouve dévalorisé. Les avantages, ils vont se rapprocher du mandat exclusif, puisque le professionnel retenu, là, pour le coup, il a tout intérêt à investir les moyens nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. Ça va passer par là s'il veut réussir. Donc en opposition, il va avoir simplement le propriétaire qui aura des moyens quand même plus limités que vous, qu'un professionnel. Et là, ça vaut le coup pour nous, professionnels, d'investir du temps et de l'argent sur votre dossier. Donc plutôt intéressant. Pour finir, le mandat exclusif, on va donner à travers ce mandat l'exclusivité de la commercialisation à un seul et unique intermédiaire. Donc là, vous allez choisir un professionnel de l'immobilier, vous allez signer une exclusivité, lui seul pourra vendre votre bien. Vous-même, vous ne pourrez plus, déjà d'une, le confier à d'autres agences, ni le proposer vous-même sur le marché. La durée d'engagement, on en parlait tout à l'heure, elle est obligatoire, elle reste négociable. Mais généralement, les 3 mois irrévocables sont l'usage standard. Aujourd'hui, c'est un point qui se négocie. Quand vous avez une très bonne image de l'agent, qu'on vous a recommandé, que vous vous sentez à l'aise avec lui, les 3 mois, généralement, vous allez pouvoir vous les donner. Quand vous avez un petit doute, ou vous dites, j'ai une petite... j'ai besoin de voir concrètement comment ça va se passer, vous pouvez demander, par exemple, 1 mois.
Nous, c'est quelque chose qu'on accepte en disant, si au bout d'un mois, on n'est pas capable de vous montrer qu'on est à la hauteur de votre confiance, c'est qu'effectivement, au bout d'un mois, on n'aura pas mérité de continuer. Si au bout d'un mois, vous êtes satisfait, rien ne vous oblige à dénoncer cette exclusivité. Les choses se poursuivent telles quelles et pas de souci pour la commercialisation. Donc ça, c'est comme ça qu'on voit les choses dans nos agences. On préfère se battre pour la satisfaction, satisfaire nos clients vendeurs, bien sûr nos clients acquéreurs, on leur doit également cette qualité de service. On va tout faire pour que la conclusion soit, écoutez, peut-être que ce n'est pas vendu au bout d'un mois, mais en tout cas, on est satisfait des moyens déployés pour la vente de notre bien. On est satisfait du travail fourni, des retours, la qualité de vos photos, la qualité de vos vidéos, etc., etc. Donc, si vous êtes content, pourquoi changer d'agent ? Donc, ce mandat exclusif, je vous dis pas que c'est systématique, en tout cas, l'agence immobilière doit mettre tous ses moyens en œuvre pour valoriser, commercialiser et donc vendre votre bien. Là, le professionnel ne doit plus hésiter, c'est pas possible d'hésiter à investir des sommes, parfois peut-être un petit peu importantes, pour mettre votre bien en avant. De passer du temps à faire des visites virtuelles, des photos vraiment de qualité, de faire ce qu'on appelle une multidiffusion. Pour vous donner une idée, un bien diffusé sur la totalité des plateformes immobilières professionnelles, on parle de quelques centaines d'euros, donc ça a un coût. On peut également, un concept intéressant, c'est on va travailler en réseau. On pourra proposer votre bien à nos confrères. C'est un avantage de points en exclusivité, car une seule agence mandatée vous offre toutefois la possibilité de travailler avec tout son réseau. On va maîtriser le dossier. On aura toujours la paternité de cette commercialisation et on se privera d'aucune possibilité. Alors qu'un mandat simple, on va se dire, c'est sûr qu'on a un risque à appeler l'agent qu'on aime bien, avec qui on travaille de temps en temps. Il va se dire, il y a déjà 5 agences dessus. Est-ce que j'ai vraiment envie d'amener un client sur ce terrain-là ? Alors qu'en exclusivité, ne serait-ce que le mot exclusivité donne toujours un petit caractère rare à un produit, un petit côté plus précieux, quelle que soit la catégorie de prix, et va toujours apporter un petit avantage lors d'une commercialisation. Alors bien sûr, la confiance, la transparence sont essentielles pour travailler en confiance avec le propriétaire vendeur, puisque ce vendeur nous fera confiance à 100%. Sur une durée limitée, il va quand même être obligé, entre guillemets, de vous accorder cette confiance. Et si il n'est pas content, il va quand même devoir subir, entre guillemets, votre relation pendant la durée minimale. Donc, on a tout intérêt à déployer les moyens, à faire les retours. Ça, les propriétaires sont très sensibles et on le comprend. C'est normal quand vous ouvrez votre foyer, votre maison. Tiens, vous avez fait 3 visites ce week-end ou 2 visites hier. Quels sont les retours? Quels sont les éléments bloquants? Qu'est-ce qu'il y a plu, déplu? On a envie de savoir, c'est normal. Donc on se doit de délivrer ces retours. Et très important, sans que les propriétaires vous courent après. Ça, c'est l'essentiel de notre métier. Ce qu'on appelle d'être proactif, c'est d'apporter une réponse avant qu'on nous pose la question. Et aujourd'hui, avec ce marché qui se tend, autant pour les vendeurs que les acquéreurs, je dirais qu'on a besoin de cette confiance. L'exclusivité reste, je pense, le moyen le plus intéressant de commercialiser un bien, puisqu'il va nous donner également en tant que professionnel confiance au propriétaire. Il nous fait confiance, donc c'est motivant. On est tout de suite, on se sent pousser des ailes, on a confiance, on a envie de dépenser du temps, de l'argent sur votre commercialisation, sur votre bien. On va mettre les bouchées doubles, des efforts plus conséquents. Donc voilà pour résumer un petit peu cette première partie de notre émission qui spéciale rentrée et rentrée immobilière. Donc c'était la partie un peu focus sur les 3 mandats de vente utilisés. Le mandat simple, vous l'avez compris, voilà, on n'est pas forcément super fan de ça, mais on peut l'utiliser de toute façon, si on l'utilise correctement, sans abuser de ses faiblesses, ça reste quelque chose de complètement faisable. Le mandat semi-exclusif, intéressant pour les propriétaires qui souhaitent être actifs dans la vente de leurs biens, mais qui comprennent que l'atout d'un professionnel n'est pas négligeable. Et l'exclusivité pour ceux qui ont vraiment envie de pas en entendre parler et que leurs biens se vendent dans les meilleures conditions. Écoutez, on va se retrouver dans quelques minutes pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours en compagnie de Jean-Pierre à la technique qui est studio, qui m'écoute, il prend des notes. Et écoute, on se retrouve dans quelques minutes, Jean-Pierre. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.
Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Et toujours en compagnie, bien sûr, de Jean-Pierre à mes côtés. Il est là. De toute façon, Jean-Pierre, il sait que sa présence est obligatoire. Ouais. Quand je ne pars jamais quand Romain est là. Attention, je sais que je n'ai pas le droit de partir. Voilà, parce qu'en fait, moi, vous savez, je suis très nul à la technique. Et quand il parle d'une, il a peur parce qu'il voit que mes mains traînent vers la platine. Ouais, je vais faire des bêtises. Touche pas à ça. Puis je suis tenté à chaque fois, donc il me met des petites tapes sur les mains. Sûr. Et puis on disait qu'on est bien dans le studio, il fait frais malgré le retour de la chaleur là sur le. On est bien là. Sur le lac là, on aurait, je pense qu'on va aller, on peut encore prolonger notre petite baignade jusqu'à. Moi mon record, je crois de mémoire, c'était fin octobre, il y a 2 ans. Ouais. On verra si j'arrive à faire mieux parce que bon, moi je suis quand même frileux là dans cette belle eau, mais faut pas non plus trop pousser. Bon, écoutez, on va revenir à On revient à nos propos. à nos propos. Donc, on est en mode rentrée scolaire. Hein. Donc, on est très académique dans cette émission aujourd'hui. Donc, on a vu dans cette première partie, voilà, les 3 types de mandats utilisés par les professionnels. Là, en synthèse, sans non plus rentrer dans un détail extrême, on va essayer de balayer les documents que les agents immobiliers vont vous demander pour préparer votre dossier et qui vont bien sûr nous aider lors de la commercialisation et nous aider de fait à mieux vendre votre bien. Parce que vendre son bien, voilà, c'est un acte important. C'est pas acheter une baguette de pain, bien sûr, on le dit souvent. Plus votre dossier sera prêt, plus il sera préparé en amont, plus il sera complet, plus les discussions, les négociations, les questions, voilà, tout sera plus facile. La confiance et la transparence sont essentielles. Donc c'est sûr que quand vous allez dire à votre client, non, vous inquiétez pas, l'appartement fait bien 80 mètres carrés, loi Carrez. Voilà, si vous avez le certificat, c'est plus intéressant. Vous inquiétez pas, l'électricité est bien sûr aux normes, il n'y a pas d'anomalie. Montrer le rapport va être tout de suite plus agréable. Pour des maisons, par exemple, oui, effectivement, cette maison n'est pas reliée au tout à l'égout, c'est un assainissement individuel. Par contre, on a le rapport de 6 mois, les diagnostics ont été faits. Et on a bien sûr les certificats de conformité. Donc pas de frais importants à prévoir pour éventuellement remettre aux normes ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande de plus en plus et qui coûte également de plus en plus. Donc voilà, on vous embête pas à demander des papiers. C'est véritablement pour agir en votre intérêt. La première chose qu'on va demander, c'est le titre de propriété et la carte d'identité, la base. Carte d'identité, vérifier que le monsieur ou la dame qui est devant nous est bien celle qui prétend être. Le titre de propriété. Alors moi, dans ma carrière de bientôt 20 ans, je n'ai jamais vendu un bien qui n'appartenait pas à la dite personne qui prétendait en être le propriétaire, mais je crois que c'est arrivé quelques fois en France, ça arrive quelques fois par an, donc bon, peut-être qu'un jour on tombera sur quelqu'un d'intéressant, parce que je pense qu'il faut quand même être assez culotté pour essayer de mettre en vente du moins un bien qui ne vous appartiendrait pas. Le titre de propriété, au-delà de vérifier la propriété, va nous donner des indications quant à la nature de votre bien. Sur des appartements, ça va nous donner des informations intéressantes concernant notamment les millièmes de copropriété. Voilà, votre acte est un condensé d'informations. C'est un petit peu la fiche technique, en partie, la fiche d'identité du bien que vous possédez. Donc, on va avoir toutes les informations, ou une partie du moins, qui nous intéresse par rapport à votre maison ou votre appartement. C'est un document officiel, donc on va pas forcément le remettre en question. Si c'est une simple attestation de propriété, c'est déjà un départ, parce que c'est vrai que les titres peuvent mettre un peu de temps à arriver. Le jour où on le reçoit, on l'a rangé, on ne sait plus trop où. Là aussi, on voit un petit peu les gens qui sont très méthodiquement soigneux ou qui rangent un petit peu tout, puis ceux qui, comme moi, se demandent bien où est-ce que c'est. Ça reste intéressant de parcourir la totalité de votre titre. Pour les maisons, c'est vraiment un point positif parce qu'on va avoir également les données cadastrales, les contenances, donc les superficies exactes. On va analyser s'il y a des servitudes autres que des servitudes de réseau, c'est-à-dire des conduits d'eau, etc. S'il y a un droit de passage, etc. Donc c'est quand même des informations qui sont importantes à vérifier. Si vous le retrouvez plus, votre titre de propriété, vous pouvez le demander à l'étude notariale qui a passé la transaction à l'époque. Eux vont le garder pendant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont un droit, on aura des notaires qui nous confirmeront. Alors j'ai 2 dates en tête, je sais plus si c'est 30 ans ou 75 ans. Je sais que c'est quand même très long, c'est pour ça qu'ils ont des salles d'archives assez conséquentes et qui gardent très longtemps ces documents. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez acheté dans ces quelques années, aucun doute qu'ils auront votre titre de propriété. Le deuxième document qu'on va vous demander, c'est une donnée financière, c'est cette fameuse taxe foncière. Alors cette année en plus, alors Aix-les-Bains, je crois qu'on les a reçus, c'est un petit peu augmenté, mais c'était raisonnable. Là, je pense à nos
amis et voisins parisiens qui, eux, par contre, tirent un peu la langue, puisque c'est une augmentation générale de 52%. Là, c'est une information qui est tombée il y a quelques jours. On va pas polémiquer là-dessus, mais 50% d'augmentation en un an, c'est faramineux. Nous, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était pas, c'était, je crois, quelque chose d'assez correct. Donc cette taxe foncière, importante, puisqu'en cette période de rentrée, c'est une taxe à payer pour nous tous qui ont des propriétés, c'est vite des centaines d'euros, donc ça marque quand même le portefeuille d'une manière, surtout, je trouve, à une période qui est mal choisie en vrai. La rentrée, on a déjà plein d'achats à faire, les enfants, etc. Et en plus, il faut payer ces fichues taxes foncières. Alors après, on bénéficie d'un service, c'est une taxe communale, donc c'est le maire également qui décide de cette possible augmentation et qui permettent également à la ville de faire certains aménagements. Donc taxe malgré tout essentielle. Donc après réflexion, on est quand même content d'en payer un petit peu. Les diagnostics, ça c'est la troisième point, et c'est peut-être quelque chose de vraiment qui est devenu central. C'est peut-être le document le plus important à fournir ou à faire réaliser quand on vend son bien immobilier. On en a déjà parlé plusieurs fois. On sait que c'est obligatoire. On pourra bien sûr en reparler ultérieurement. On se doit de les fournir, c'est obligatoire, ça regorge d'informations capitales pour le logement, la superficie, est-ce que j'ai de l'amiante dans mon logement, est-ce que j'ai du plomb, est-ce que mon installation de gaz est sécurisée, qu'en est-il de mon installation électrique, etc., etc. Le plus gros diagnostic aujourd'hui qui est analysé, c'est ce fameux DPE que tout le monde commence bien sûr à connaître, le diagnostic de performance énergétique. Depuis 2-3 ans, ce diagnostic a évolué. A priori, il évoluera encore un petit peu. Vrai sujet de société, puisque on va en 2023, à partir de 2028, les premières interdictions formelles vont voir le jour. Alors on verra, on n'en est pas encore là. Peut-être que l'État fera quelque chose. Là, ils ont été consultés à nouveau il n'y a pas si longtemps. Ils ont dit que non, ils tiendront leur calendrier. Donc il y a des propriétaires qui ne pourront plus louer leurs biens. Donc on se demande bien comment des centaines de milliers de logements vont qu'est-ce qui va se passer. On verra. Ça va être vraiment quelque chose d'assez, j'ai pas le mot, mais perturbant, intéressant. Peut-être pas intéressant, c'est pas le bon terme, mais moi ça me fait plus peur qu'autre chose, puisque c'est déjà compliqué de se loger. Donc si on rejette des dizaines et des dizaines de milliers de logements, ça risque de pas être très facile. Le plan, on peut vous demander, donc ça c'est forcément plutôt un document optionnel, mais c'est très intéressant d'avoir les plans d'une maison, d'un appartement. On se projette, surtout pour un bien qui a des travaux éventuellement à réaliser, on peut analyser les volumes. La plupart du temps, les propriétaires ne possèdent pas les plans, parce que c'est vrai que vous avez pu acheter un bâtiment ancien, déjà les propriétaires ne les avaient pas, donc à part si vous avez fait tirer des plans, il y a peu de raison qu'on les ait. Ce qui est intéressant aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on a tout un tas d'applications. Maintenant, tirer le plan d'un appartement ou d'une maison, très franchement, ça prend 1 heure pour une maison de 100 mètres carrés. Vous avez un plan complètement fidèle. Vous avez des applications qui sont très simples d'utilisation, qui sont très peu coûteuses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer à nos propriétaires, c'est de réaliser ces plans qui seront surtout utiles pour les futurs acquéreurs. Bien évidemment, tout ce qui touche à la copropriété va être demandé. Donc là, plutôt pour bien sûr les appartements. La première chose d'une copropriété qu'on va étudier, c'est ces fameux procès-verbaux d'assemblée générale. Pourquoi ? Parce que dans ces documents, au sein de ces documents, vous allez avoir toute l'historique des conversations des assemblées, et surtout, vous allez pouvoir constater ou pas de futurs travaux. Donc quelque part, il y a une certaine logique entre vos yeux et le document. Si à l'extérieur, quand vous êtes arrivé avant de visiter l'appartement, vous constatez que l'immeuble a une dizaine d'années, c'est propre, pas fissuré, pas de moisissure, les balcons ne sont pas plus écaillés que ça, les peintures sont en bon état, la toiture a l'air encore complètement clean, il n'y a pas de raison qu'on vous demande de payer une toiture l'année prochaine ou un ravalement de façade. Au contraire, si l'immeuble commence à être un petit peu tout noir, que les balcons sont abîmés, etc. Que ça soit décidé ou pas, j'ai envie de dire, on se doute qu'un jour ou l'autre, relativement proche, il va falloir remédier à ce souci, et probablement que sous un délai relativement court, il faudra budgétiser et réaliser ces travaux. Petite parenthèse, des professionnels de l'immobilier se battent entre guillemets pour instaurer un nouveau diagnostic, un diagnostic bâtiment structurel. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça pourrait, au vu de tous les pépins, des petits immeubles qui se sont écroulés à droite à gauche, entre guillemets,
ça pose quand même un souci de se dire finalement d'avoir des diagnostics, de savoir que mon bien est pas isolé là avec ce DPE, bon c'est sympa, on sait qu'il est pas isolé, je vois que c'est du simple vitrage, mais il n'y a pas mort d'homme. Par contre, un bâtiment qui risque de s'écrouler, effectivement, je trouve ça assez pertinent. Et moi, je trouve ça rassurant qu'on me dise, bah oui, là, monsieur, ce bâtiment, il a 100 ans. Franchement, non, il tient debout, il n'y a pas de souci. Voilà, je trouve que ça, c'est pour moi, personnellement, une information qui m'intéresse plus que de savoir que le différentiel du tableau qui coûte 100 € n'est pas installé. Je préfère mettre 100 € que le plafond me tombe sur la tête. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. J'aime bien le réveil, Jean-Pierre. T'entendais que je vois qu'il... Je dormais, là. Non. On écoute. Et voilà, donc je referme cette parenthèse. Donc, ces procès-verbaux d'Assemblée Générale, voilà, vont nous donner pas mal d'informations qui sont bien sûr, je trouve, importantes. Dans cette lignée d'informations, on a le carnet d'entretien de la copropriété. Toujours intéressant comme un carnet d'entretien de voiture. Quand vous allez acheter une voiture, c'est marrant, tout de suite, un des premiers réflexes qu'on va demander, c'est quand est-ce que vous avez changé les pneus, quand est-ce que vous avez fait votre vidange. Alors qu'un appartement, franchement, je trouve que les gens sont pas, enfin, certains sont regardants sur tout ce qui concerne la copropriété, mais c'est pas un réflexe immédiat. Alors que pour une voiture, je trouve que j'ai remarqué ça, on est tout de suite à regarder l'entretien. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la cour a été changée? Patati patata. Et ben, je trouve que pour un appartement, c'est exactement la même chose. Quand est-ce qu'a été fait le dernier ravalement? Alors pour des immeubles qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus, c'est d'autant plus pertinent, surtout la toiture, les chenaux, etc., etc. Si c'est un toit terrasse, quand est-ce que l'étanchéité a été reprise. Donc ce carnet d'entretien doit figurer l'historique de tous ces travaux, qui est tenu à jour par le syndic, alors professionnel ou non, peu importe, mais logiquement vous devez avoir un carnet d'entretien qui répertorie toutes ces interventions, du moins les travaux importants effectués au fil du temps. Les assurances liées aux travaux, normalement, vous devez les retrouver également dans ce document. Donc voilà, document plutôt complet qui vous informe un petit peu d'où on en est dans le document. Ce carnet, tout simplement, s'il est bien tenu, ça vous donne aussi une idée de la qualité des habitants. Ok, c'est des gens qui se soucient un petit peu de leur bâtiment, un petit peu de leur résidence, qui c'est pas écrit comme un cochon, c'est lisible, c'est propre, c'est bien tenu. Voilà, déjà, c'est quelque chose de rassurant. Alors bon, si c'est moi qui m'en occupe, par exemple, j'écris comme un cochon, ça peut être sérieux, mais effectivement l'écriture doit compter. Donc généralement, on va confier ça à des gens qui sont un petit peu soigneux. Le règlement de copropriété, un autre document qu'on aime bien demander, puisque là-dedans c'est le règlement comme son nom l'indique, le règlement de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire, comment sont articulées les choses. Alors très généralement, à quelque chose près, c'est toujours les mêmes règles. Mais on peut retrouver, par exemple, on a un médecin qui nous appelle, bonjour, je voudrais m'installer dans cet immeuble. Bah non, par exemple, les professions libérales ne sont pas autorisées. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le règlement de copropriété. Ça ou d'autres choses. Donc, on va checker un petit peu. C'est des cas particuliers, mais quand on a des cas particuliers, c'est un document qui devient obligatoire à lire pour parcourir, pour trouver les réponses à certaines questions qu'on pourrait avoir. On va demander encore, la fiche synthétique de la copropriété, c'est la carte d'identité, elle est bien immatriculée, elle existe, il n'y a pas de souci par rapport à ça, elle est bien assurée. Donc là, on a entre nos mains un dossier qui est proche d'être complet et parfait, qui nous-mêmes professionnels, va nous sécuriser dans les visites. Quand un acquéreur vous pose une question, vous pouvez répondre. Rien de plus frustrant pour un pro de se dire... alors j'ai oublié par exemple, je viens d'y penser, le relevé de charge, également dernière chose importante. Combien me coûte par mois cet appartement? Voilà, là on peut lui répondre, on a le document, on peut décortiquer la part ascenseur, la part ménage, la part électricité, etc. Si vous avez le chauffage dedans et l'eau, on peut également regarder un petit peu les consommations de l'appartement. Donc tout ça c'est autant de questions qui trouveront une réponse lors des visites. Et si on n'a pas tous ces documents, c'est tout de suite plus compliqué pour nous et on n'aime pas ne pas pouvoir répondre convenablement à toutes ces questions. Mais écoutez, on touche un petit peu au but sur cette première émission. Je vais tirer une conclusion moi-même. Je vous garantis je vous promets qu'on aura des sujets un peu plus gays. Mais en tout cas, moi je suis content de l'avoir fait parce que ça me tenait à cœur de faire une émission seul. Le mec est maso, de faire une émission seul. Pour marquer le coup de cette troisième rentrée. Je pense que si je réécoute ma première émission, j'étais vachement moins à l'aise et je m'en rappelle encore un peu, c'était compliqué, mais j'avais quand même mon copain Jean-Pierre. C'est pour ça que je t'aime bien, Jean-Pierre, ce que t'as été. C'est gentil. Maintenant tu dors, mais à l'époque il était là, il me regardait, mais c'est bien, continue. Maintenant il s'en fout complètement. Romain, je t'aurai un jour. Mais voilà, en tout cas, ravi de rattaquer cette nouvelle saison et
Eh ben écoutez, je suis très content de vous retrouver. On se retrouvera dans 15 jours avec ce coup-ci un invité dont je vous dévoilerai le nom peut-être la semaine prochaine, voilà, sur les réseaux. Donc le Facebook Radio Grand Lac, bien sûr. On compte, c'est un groupe qui commence à bien se développer également. Si je dis pas de bêtises, là dans quelques instants, 18h15. 18h15, Romain, c'est la rentrée de Un jour en lac, un entrepreneur avec notre ami Pierre-Luc et qui va lancer ce soir un peu la foire de Savoie qui est inaugurée demain soir. Et nous aurons Pascal Barcella qui est le président de Savoie Expo. Nous aurons également Sigourney Lin qui est de Jeanlin Mobilité. Je crois, ouais. Et puis nous aurons l'honneur de recevoir Madeleine Mollard qui ils nous parleront bien sûr d'André Mollard, ancien président de la Chambre des métiers, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et donc voilà, Pierre-Luc va lui rendre un petit hommage. Donc une belle émission à partir de 18h15, Un jour en lac, un entrepreneur. Sacrée rentrée pour Pierre-Luc, bonne chance à lui, mais je doute pas qu'il va nous régaler pendant cette bonne heure. Ça va être top. Super. Restez en ligne, vous savez quoi faire pour les prochaines heures. Merci Jean-Pierre pour cette rentrée. Merci à Sandra qui, j'en doute pas, nous écoute. Bien sûr. Au back office. Et puis, écoutez, une belle rentrée à tout le monde. Et puis merci encore Romain et au groupe RD IMO à Aix-les-Bains pour la confiance et le partenariat mis en place avec notre média local de proximité. Merci pour tout. Et puis un petit mot encore, parce que les 14 et 15 octobre, c'est le salon du chocolat des gourmandises à Aix-les-Bains, organisé par Radio Grand Lac, et le groupe RD IMO est également partenaire de ce salon du chocolat. Apparemment, Romain est un petit peu gourmand. Non, mais il m'en veut, Jean-Pierre, parce que j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois. Ça, c'est une petite fierté. Et un message à tous les fumeurs qui essaient de l'arrêter. Voilà, arrêtez, on peut y arriver. C'est une bonne chose. Donc j'ai déjà pris du poids, mais il va encore me faire prendre un petit peu. 5 kilos. Bon. Non, on va te faire prendre du plaisir. C'est autre chose. 17h40. Toujours en direct, on a fini avec les murmures du lac pour aujourd'hui. Dans 35 minutes, c'est Un jour en lac, un entrepreneur. Mais là, pour le moment, c'est la playlist. Bonne soirée à toutes et à tous. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.